Et bonjour, petite fougère de YouTube. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture de sciences sociales. Ouais, j'ai fait un bouton et du coup, voilà, j'allais dire, j'ai perdu le texte. On est reparti pour la science sociale et pour la lecture sur le management désincarné, écrit par Marianne Dujarier. Et donc nous sommes sur la partie 5, planeur, une mission impossible. Pour rappel, parce que ça fait déjà nous un petit moment, alors pour YouTube c'est pas forcément visible, mais nous on a fait une petite pause de 2 semaines je crois sur les lectures de sciences sociales. Donc pour rappel, donc le management désincarné a été écrit par Marianne Dujarier, sociologue, qui travaille sur les questions notamment de management et donc de ce qu'elle appelle le management désincarné, qui est en fait le management à distance. Autrement dit, les gens qui sont des encadrants, des organisateurs de la manière dont on va travailler, mais qui n'effectuent pas le travail direct en question. Ce sont des personnes qui notamment vont raisonner en termes de chiffres, vont raisonner en termes d'objectifs, ce genre de choses, mais qui ne va pas forcément refléter en fait le réel. Concrètement, ils ne savent pas ce qui est fait. Concrètement, ils ne savent pas forcément comment est-ce que ça fonctionne que telle ou telle tâche qui est réalisée par les personnes qu'ils encadrent. Et ça, c'est un type de manager qu'elle appelle particulièrement et précisément les planeurs, parce qu'ils planifient. Et notamment, tout ce que montre le texte jusqu'à là maintenant, c'est qu'en fait, les outils de management comme ça ont un petit défaut, c'est que comme ils sont en dehors de la qualité, puisqu'ils sont sur la quantité, puisqu'ils sont sur les objectifs, sur le chiffre, ils sont pas capables en fait de comprendre, de voir, de percevoir le travail, et surtout les outils qu'ils mettent en place, qu'ils mettent en avant et qu'ils répandent ont ce petit défaut très récurrent que ça insensibilise, ça va enlever le sens du travail justement des travailleurs, ça va vraiment faire un décalage en fait qui va se creuser de plus en plus et qui va notamment déboucher sur tout un tas de choses comme par exemple mettre en compétition des équipes de travail parce que leurs résultats justement sont mis en compétition, ce qui peut conduire à des sabotages du travail des coéquipiers pour justement avoir des chiffres à toi personnel plus élevés, donc forcément ça porte préjudice à l'entreprise, ou encore ça peut tout simplement ne pas refléter le réel et ce qui se passe, et donc du coup pousser à faire des processus de décision, à mettre en place des plans d'action et ainsi de suite, qui ne sont pas qui sont pas cohérents, qui ne sont pas logiques, qui n'apportent rien au travail concret qui doit être réalisé, ce qui peut faire du coup une baisse de résultats. En plus de ça, tous ces outils se basent notamment sur des retours à donner par les personnes qui sont sur le travail, qui sont en train d'effectuer le travail, ce qui fait que comme ils passent du temps à rapporter ce qu'ils font comme travail, ne le passent pas à faire leurs tâches pour lesquelles ils sont payés à la base, ce qui fait que du coup ça baisse l'efficacité du travail encore. Vous avez en plus de ça, pour encore rajouter une petite couche de caca, parce qu'on n'en a jamais assez, vous avez également le fait que comme les gens justement vont constater que ces outils sont assez inadaptés, vont pas forcément refléter leur travail, vont leur faire perdre le sens du travail et ainsi de suite, ils vont commencer à tricher avec les résultats qui vont remonter et notamment ils vont rentrer les résultats qu'on attend qu'ils rentrent, le type de résultat qui est attendu, mais qui n'est pas forcément concrètement ce qu'ils ont fait ou qui va pas forcément refléter leurs tâches réelles. Et par exemple, on tombe sur des gens qui vont tout simplement utiliser. Là, on avait notamment le cas de tout ce qui était conseiller Pôle emploi ou autre, qui doivent remplir des tableurs de leur activité et qui vont se mettre à cocher tout un tas de choses, alors que concrètement dans l'entretien, ça n'a pas lieu d'être en fait. Mais ils vont dire oui, on l'a fait, on l'a coché, parce qu'ils savent que c'est ce qui est bien vu dans les résultats. Sauf que du coup, vu que les décisions se basent justement sur ces retours, on va dire quantitatifs, les décisions qui sont prises en fonction de ça, donc ils sont pris en fonction de résultats qui sont faux, et donc amènent à une direction qui n'est pas bonne, puisqu'elle se base sur des prémices qui sont fausses, ce qui continue à encore creuser davantage le fossé qu'il y a. Donc on avait vu que comme c'était une situation qui était compliquée. Et le truc le plus intéressant, c'est que dans la partie précédente, on avait notamment vu que même les planeurs en eux-mêmes sont très critiques de ça.
Pourtant, il y a quand même une espèce de dichotomie avec le fait qu'ils pensent et ils trouvent de manière assez récurrente que, par exemple, les salariés, les employés, on va dire, en bas de l'échelon, sont des gens qui ne veulent plus travailler, sont des gens qui font pas d'efforts, sont des gens qui mettent de la mauvaise volonté, sont des gens qui ne tiennent pas à l'entreprise, patati patata. Mais en même temps, à contrario, ils sont aussi les premiers à dire mais mes outils en vrai ils sont chiants, en vrai mes outils ils reflètent pas la vérité, en vrai mes outils ils sont pas utiles, en vrai mes outils ils font perdre du temps, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette espèce de dichotomie de à la fois dire bah regardez mes résultats montrent que quand même les employés c'est des gros branlots, et en même temps bah ouais mais en même temps mes résultats sont issus d'outils qui sont pas compétents et qui reflètent pas ce qu'il faut et qui du coup ne montrent pas du réel. Donc il y a vraiment une espèce de dichotomie assez étonnante là-dessus. Bon, les travailleurs en bas de l'échelon ont tendance par contre à être critiques, juste critiques, et à dire que c'est globalement que de la merde. On va pas se mentir. C'était assez marquant, on va dire. Et donc là, on arrive sur la partie d'après, le planeur, une mission impossible. Les offres d'emploi et fiches de poste pour planeurs permettent de connaître en détail le mandat qui leur est confié et ce à quoi ils sont employés. Cet extrait d'une annonce pour recruter un chef du projet Process dans l'industrie est tout à fait représentatif. Force de proposition, vous recherchez en permanence les solutions technico-économiques pour optimiser les coûts, qualité et délai de production, s'assurer de la conformité légale et réglementaire, notamment en termes de sécurité. Vous organisez des benchmarks de performance et une veille permanente pour identifier les innovations dans notre secteur. Les autres offres d'emploi pour planeurs explicitent de la même manière qu'ils sont embauchés pour orchestrer la logique marchande à une bureaucratie productiviste. Golak et Volkov en 96. Ils doivent donc réduire les coûts de production, générer des revenus. Ces deux objectifs étant en termes quantifiés, accroître le chiffre d'affaires de 25%, réduire les coûts de 20%, augmenter le taux de réabonnement de 20%, passer à un ROI de 15%, réduire les stocks de 30%, faire baisser l'absentéisme de 35%, maintenir la paix sociale, 0 jour de production perdu pour faire la grève, informatiser un processus dans un délai de 2 ans, optimiser la trésorerie, maîtriser le risque, etc. Les offres d'emploi décrivent également leurs tâches. Il s'agit de mettre en œuvre un dispositif, un plan de marketing direct, une démarche qualité totale, un progiciel, un projet RH, une charte de diversité, etc. Ainsi, derrière le foisonnement apparent de spécialités, le mandat confié au planeur peut se résumer à 3 mots d'ordre: réduire les coûts, accroître les revenus, mesurer la valeur. Bon, là un truc qui est marrant aussi, c'est justement la déconnexion avec le réel, c'est de se dire, encore une fois, dès la fiche de poste, ton objectif c'est de, voilà par exemple, accroître le chiffre d'affaires de 25%. Mais du coup ça prend pas en compte tous les éléments contextuels qui font que telle entreprise va réussir à augmenter son chiffre d'affaires, telle entreprise ne pourra pas, parce que c'est comme ça en fait. Si vous prenez le cas de la crise Covid qu'on est en train de traverser, vous avez des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires mais grimper en flèche. Mais c'est pas parce qu'ils travaillent mieux qu'avant, c'est pas parce qu'ils ont eu quelqu'un qui a mieux pensé la manière dont on allait organiser le travail, ou en tout cas qui pense mieux penser la manière dont on organise le travail. C'est juste parce qu'ils sont une entreprise qui, dans la situation de la crise Covid, était très sollicitée par les sociétés, par exemple les labos, voire qui était un labo pharmaceutique, donc par les États et ainsi de suite, et qui du coup forcément, mécaniquement, puisque là il y a une demande contextuelle qui est plus élevée, vont faire un chiffre d'affaires qui est plus élevé. A contrario, vous avez des entreprises qui, parce qu'elles sont pas du tout les entreprises qui sont, on va dire, fortement sollicitées pendant la crise Covid, ont vu leur chiffre d'affaires plonger totalement. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est parce que leur personnel était complètement à l'ouest, qu'ils étaient tous aussi cons les uns que les autres, et qu'ils étaient tous décidés à planter la boîte. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a des éléments contextuels qui vont permettre, ou pas, de le faire. Vous avez des évolutions technologiques aussi qui peuvent permettre, par exemple, de descendre certains coûts. Et donc du coup, dans le deuxième objectif, réduire les coûts de 20%. Si vous avez une technologie qui se développe sur ces années-là où vous avez un nouveau planeur qui rejoint votre entreprise, peut-être que vos coûts ils vont se réduire, mais ça veut pas dire que c'est son travail en fait, c'est juste parce que comparativement à avant, la nouvelle technologie fait que vous consommez point de produit, que ça vous coûte moins cher avec la même quantité de produits, et ainsi de suite. Mais du coup ça n'a rien à voir avec une possibilité réelle de juste on va organiser le travail différemment et hop c'est bon, ça va marcher. Parfois on peut effectivement avoir un impact. Penser et réfléchir à comment est-ce qu'on organise le travail peut tout à fait avoir de la pertinence. Et ça peut amener à, par exemple, accroître le chiffre d'affaires, réduire les coûts, ce genre de choses. Mais on ne peut pas partir du principe de base
comme ça, là je vais engager quelqu'un, il va augmenter de 25%, sûr et certain. Non, c'est profondément stupide, c'est pas comme ça que ça réagit. On peut vouloir que ça marche, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, loin de là. Et ça, déjà, on voit qu'il y a un gros décalage. Quand rien que dans les offres d'emploi, on te dit de base, toi tu vas faire ça. Bah, oui, mais en fait, ça, il est très contextuel, il est très hypothétique, et c'est quand même discutable hautement, surtout quand on se dit que derrière, la chose qui va permettre de justement obtenir cet objectif, c'est par exemple le fait de mettre en place le plan de marketing direct, la démarche qualité totale, un logiciel, un projet RH, la charte diversité, ce que vous voulez. C'est très... c'est très naïf en fait, hein. On retombe un peu dans ce que je vous ai dit plusieurs fois dans les lives. Moi j'ai une manière de voir notamment les gens à droite, politiquement à droite on va dire, qui sont plutôt notamment on va dire, des pensées on va dire capitalistes. C'est vraiment une espèce de naïveté touchante. Cette espèce de manière de se dire ah bah tiens, si on met les bonnes conditions mais aucun garde-fou, il y a des gens qui vont être gentils et qui vont bien s'occuper des autres. Bah ouais, mais il y en aura plein d'autres qui vont pas le faire non plus. Si tu mets pas de garde-fou, bah tu permets surtout à ceux qui sont des gens pas très bien, comment dire, pas très bien éthiquement parlant, de prendre le pas et de prendre l'avantage sur les autres en fait. Si tu mets pas de garde-fou, tu as plus de chances de voir quelqu'un qui va t'entuber que voir des gens tous autant qu'ils sont être tout gentils et ne pas t'entuber. Il y aura forcément un qui va entuber, et parce qu'il entube les autres va justement réussir à prendre de la place, prendre du galon et à avoir plus de pouvoir on va dire notamment. Donc c'est vraiment encore une fois cette même manière de se dire tiens, parce qu'on va faire ça c'est bon, ça va marcher. C'est un côté très naïf, ça me tue à chaque fois, mais je trouve vraiment que en vrai les gens de droite, les gens capitalistes globalement, c'est juste des bébés naïfs. C'est mignon, mais ça change pas que ça marche pas, mais c'est mignon. Bref. Ainsi, derrière le foisement apparent des spécialités, le mandat confié aux planeurs peut se résumer à 3 mots d'ordre, réduire les coûts, accroître les revenus et mesurer la valeur. Réduire les coûts, augmenter les revenus et contrôler le mandat des planeurs. La productivité s'obtient par 7 moyens typiques que les planeurs ont la charge de mettre en œuvre. Tout d'abord, la quête de productivité s'obtient en accroissant celle de chaque travailleur pris individuellement. Des dispositifs utilisant la contrainte, la menace, la perte d'emploi notamment, l'incitation financière, les primes, intéressements, stock options, etc. La rétribution symbolique ou encore la séduction sont alors mis en place à tous les niveaux hiérarchiques, en particulier par des planeurs spécialisés en RH. Mais bien plus que l'engagement individuel, ce que n'avait pas perçu Tyler, c'est la division sociale des tâches et leur contrôle qui permet de générer des gains phénoménaux de productivité. Des planeurs spécialisés dans l'organisation, et les méthodes sont donc mandatées pour optimiser la division des tâches horizontales, verticales, fonctionnelles, géographiques. Ils distribuent des postes pour chacun, leur qualité, leur spécialisation, leur diversité. Ils prévoient des modes de coordination entre eux. Historiquement, la productivité a été obtenue essentiellement par la parcellisation et la rationalisation des tâches. Ce double processus a ouvert la voie à l'automatisation des tâches, dont se chargent également des planeurs. Elle diminue le coût de la manœuvre tout en brisant ses caprices. Naville en 63. Elle concerne les gestes et les paroles, mais aussi les mesures et les décisions. Aujourd'hui, même le processus cognitif et les décisions sont automatisés au moyen de systèmes d'intelligence artificielle. Le rôle joué par les DSI est alors central. Pour réduire les coûts de production, une 4e mesure a été déployée depuis environ 2 siècles. La recherche d'effets d'échelle. Il s'agit alors de diminuer le coût unitaire de fabrication, en augmentant le volume produit. Ces effets sont d'autant plus spectaculaires que l'on standardise les produits et les processus. La recherche de cet avantage pousse à la concentration capitalistique, jusqu'à l'apparition d'oligopoles ou de trusts nationaux et mondiaux. De nombreux planeurs sont ainsi mandatés pour orchestrer ces mouvements de capitaux, de fusion, de regroupement organisationnel, de standardisation. Les gains de productivité s'obtiennent ainsi en réduisant les coûts d'achat des biens et services. Matières, produits finis et semi-finis, machines, énergie, main-d'œuvre, bâtiments, crédits notamment. Et en optimisant leurs coûts d'immobilisation puis en intensifiant leur taux d'utilisation. Depuis un quart de siècle, la logistique de flux tendus convoite cette optimisation, durant en 2004. Les planeurs sont chargés d'organiser ce juste à temps, suivant notamment la méthode du lean management, faisant en sorte que les coûts épousent, sans jamais les déborder, les variations de la demande, que ce soit dans le cours de l'année ou de la journée. En outre, l'achat de biens, de services ou de main-d'œuvre est rendu moins onéreux par l'organisation d'une mise en concurrence systématique,
étendue géographiquement, parfois à une échelle mondiale. La force de travail est rendue la moins chère possible en allant chercher des travailleurs qui ne peuvent refuser des bas salaires et des conditions de travail dégradées, et par l'instauration d'horaires et de contrats flexibles. Il s'agit ainsi d'obtenir, chaque fois que cela est possible, des contributions productives non rémunérées, en recourant à des stagiaires, à des bénévoles, ou même à des consommateurs. La sixième manière de réduire les coûts et la plus radicale consiste à externaliser, en recherchant les lieux qui permettent de s'en exempter totalement ou partiellement. Les délocalisations permettent ainsi de débarrasser des coûts écologiques et sociaux comme ceux de la dépollution, de la prévention, de la réparation des accidents, des maladies professionnelles, la prise en charge du chômage, de la formation, de la retraite. La délocalisation des sièges sociaux permet également d'échapper aux obligations fiscales nationales, se délestant alors du coût des financements des équipes et des biens publics. Des planeurs spécialisés, stratèges, lead management, fiscalistes, etc. sont mandatés pour ordonner ces actions. Enfin, la maîtrise des coûts suppose d'éviter l'irruption de dépenses exceptionnelles ou aléatoires liées à des variations externes, cours des devises, prix de matières premières, catastrophes naturelles, etc. ou internes, explosion de sites, perte de matière, destruction de machines ou de locaux, accident du travail, pratiques managériales ou commerciales nuisant à l'image de marque, etc. Des planeurs sont donc embauchés pour accroître autant que faire se peut la maîtrise de ces risques au sein de l'organisation, et simultanément d'optimiser leur couverture, au moyen de produits financiers, d'assurance. Ces 7 moyens typiques de réduction des coûts se retrouvent dans le mandat fait aux planeurs par leurs employeurs. Ils doivent, chacun dans sa spécialité, mettre en œuvre et animer ces divers dispositifs de réduction continue des coûts. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour le coup, est quelque chose qu'on voit vraiment énormément dans le monde du travail. Moi, j'en ai vu pas mal en plus de ça, en tant que psychologue social, parce que justement, souvent, moi, on a voulu m'utiliser de cette manière-là. On a voulu m'utiliser justement pour que je sois un peu la caution. Regardez, on prend soin des employés. Regardez, on a engagé un psychologue, donc c'est bon, on fait attention à vous. Ça essaye de un peu nettoyer l'image de la compagnie en mode voilà, on est proactif dans le fait de vous aider, de prendre soin de vous, de nos employés, voilà, on est gentil, on est quelqu'un de bien, alors qu'en fait ils s'en battent les reins, et surtout que derrière, une fois que tu as fait ton rapport, ils te disent très clairement et tout à fait clairement, enfin vraiment sans aucun doute, ton document, tes recommandations, on s'en carre. En fait, là, ce que tu nous proposes, c'est de faire des dépenses pour réduire des risques que nous, on veut pas spécialement. Enfin, on n'a pas envie de payer déjà, voilà, point. Donc, non, et puis leurs risques, c'est pas grave, c'est des employés, ils sont remplaçables en fait. On en perd un, il y en a 10 derrière qui se pressent pour essayer de récupérer le poste. Donc on s'en bat les reins, et on va mettre ton petit rapport dans un coin, on le ressortira qu'au moment où éventuellement on en aura besoin s'il y a eu un accident ou quoi, que quelqu'un se plaint, et on pourra dire ainsi, non regardez, on a fait attention, on prenait en compte ces risques, justement on a mis en place des actions et des processus d'évaluation pour voir justement comment améliorer les choses. Non. En fait justement ils vont avoir ce côté très hypocrite de dire oui on fait vachement gaffe et tout, mais en fait non, c'est juste un calcul, c'est juste un putain de calcul pour se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que en faisant ça, ça suffit pas à nous donner une belle image, à faire passer la pilule, et ainsi de suite, et c'est quelque chose qui m'a personnellement énormément dégoûté dans mon ancien travail et qui fait qu'aujourd'hui je suis là streamer, c'est parce que c'est insupportable d'avoir ce genre de choses qui se mettent en place en fait, et de le voir de manière aussi récurrente constamment. C'est vraiment, ça rend fou en fait, ça rend fou. Ensuite, les planeurs sont missionnés pour accroître les revenus de l'organisation. Il s'agit tout d'abord de transformer les biens et les services en marchandises. Ce phénomène est à l'œuvre depuis le 15, 16, 17, 18e siècle, avec la diminution spectaculaire de l'autoproduction et l'explosion de la consommation sur des marchés en extension. Roche en 99. Le mouvement est tel, aujourd'hui, l'individu social ne produit rien de ce qu'il ne consomme, et ne consomme rien de ce qu'il produit. Gorz en 2004, page 44. Si créer du marché est la nouvelle raison du capitalisme, Dardot et Laval en 2009, il faut travailler à faire entrer sur le marché des objets et des services qui existaient en dehors de lui, soit parce qu'ils étaient publics, par la privatisation, soit parce qu'ils n'étaient pas encore marchands, par exemple le care, l'eau, l'air, la pollution, les réseaux sociaux. L'innovation continue et l'obsolescence programmée des objets permettent, elles, de renouveler les marchés saturés.
Cette fabrication continue du marché occupe de nombreux planeurs, au marketing notamment. Les planeurs travaillent également à accroître la valeur d'échange des produits, c'est-à-dire leur prix, en agissant sur le comportement d'achat des clients. Des dispositifs particuliers sont alors déployés, comme le détail des manuels, des ouvrages spécialisés en marketing, merchandising, pricing and yield, ou stratégie de marque, par exemple. Enfin, l'accroissement des revenus d'une entreprise suppose que le consommateur ait une certaine confiance dans le producteur. Il faut pour cela lui fournir des garanties de régularité, de qualité. Des planeurs sont alors chargés de dispositifs de normalisation, de labellisation des produits. Ces dispositifs permettent également d'accroître les échanges de produits complexes par la standardisation de leurs caractéristiques sous forme de mesures type, Vatin en 2009. La standardisation des qualités n'est en effet pas seulement un moyen de réduire les coûts de production. Elle permet aussi aux acheteurs et aux vendeurs d'échanger des capitaux, des travailleurs, des biens, sans avoir à les connaître qualitativement, Code Choi en 2002, et ainsi de gagner du temps et de l'argent. N'hésitez pas à réagir si vous avez des échos dans ce que vous vivez, si vous voulez approfondir un point ou quoi. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, je suis là pour ça. Donc, et on est là pour échanger entre nous, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Marchandiser, valoriser, normaliser permettent d'accroître les revenus d'une organisation. Ce travail de fabrication du marché n'a cessé de se professionnaliser au cours du XXe siècle, Code Choi en 1999, autour notamment des fonctions du marketing, de qualité, d'innovation, comme toutes celles dédiées à l'amélioration de l'image de l'entreprise, au-delà de ses produits, lobbying, communication externe, services de presse. Les missions chargées de rassurer les clients et l'État sur les sujets sensibles d'une époque, développement durable, parité, handicap, diversité, RSE, RPS, etc., y participent également. Depuis la fin du XXe siècle, la fonction publique a adopté les mêmes logiques et techniques de valorisation. Dorénavant, le service public sont identifiés comme un produit, mesuré, et de plus en plus valorisé de manière comptable. Les démarches de standardisation et de qualité sont entreprises, elles, au nom de la qualité du service public. Les citoyens sont fréquemment requalifiés de clients, et d'importants budgets sont alloués pour améliorer l'image de l'organisation, quand bien même elle ne serait pas en concurrence sur un marché. Enfin, des planeurs spécialistes de la quantification sont également embauchés pour rendre compte des coûts et des revenus, de leur évolution et de leur rapport. Les mesures portent sur des éléments qui concourent partiellement, coûts intermédiaires, fiabilité, conformité, etc., afin de tenter de mieux les maîtriser. Elles prennent la forme de bilan, de comptes de résultats, de budget, de tableaux de bord, de comptabilité analytique, de reporting régulier, de classement, de benchmark sur les divers domaines opérationnels et sur toutes les coutures fonctionnelles. Ces mesures fabriquent une réalité dont les deux dimensions principales sont les coûts et les revenus. Ici, les mesures techniques et les mesures économiques se mêlent et se répondent, Vatin en 2009. Les planeurs en charge de ces mesures, comptage et valorisation, sont concentrés dans les secrétariats généraux ou dans les directions administratives et financières, les DAF. Celles-ci regroupent, outre la comptabilité, la consolidation et les reportings, le contrôle de gestion, la gestion de la trésorerie, la gestion des risques et de la fiscalité. Dans les grandes structures, elles ont généralement des correspondants délocalisés, des directions décentralisées. On trouve également, rattachés directement à la direction générale, des chargés de mission pour l'audit et le contrôle. Réduire les coûts, accroître leurs revenus, mesurer. Ce triple mandat donné aux planeurs par leurs employeurs est bien perçu par ceux-ci, même s'ils l'expriment différemment, en privilégiant le point de vue de l'expérience. Lorsqu'on interroge les planeurs sur ce qu'ils pensent être l'attente principale de leur patron, à l'égard du poste qu'ils occupent, les réponses s'ordonnent en trois groupes. 42% répondent qu'ils sont payés pour atteindre des objectifs. Accroître le chiffre d'affaires, la productivité, la marge, le profit, la sécurisation et la qualité, etc. Ensuite, 34% des planeurs répondent que l'attente principale de leur patron est avant tout une manière de penser et de se comporter. Il peut s'agir d'adopter une attitude d'obéissance face à la hiérarchie, ou bien un état d'esprit orienté vers le profit, ou encore les économies. De même faut-il, d'après eux, avoir l'esprit de transformation de l'organisation. Il faut par exemple piloter le changement de manière efficiente, transformer l'entreprise. Enfin, il faut être efficace, performant, autonome. Suivant les idées de rapidité, de vitesse, est obligatoire et d'engagement total. Enfin, 22% des planeurs répondent que l'attente principale de leur patron
et de produire quelque chose de précis. Ils répondent alors par leurs tâches, prescrites formellement ou non. Ces tâches concernent tout le déploiement de dispositifs de finalité, de procédés, d'enrôlement. Les planeurs dans les organisations publiques et privées déclarent donc que leur mandat est d'atteindre des objectifs de performance, en adoptant une attitude d'obéissance intelligente et implantant des dispositifs. La course infinie à la performance leur est imposée, et ils se disent impuissants à modifier ce mandat. Cousin en 2004. Ils confirment ainsi ce que nous en disent leurs employeurs. Comment font-ils alors? Comment encadrer à distance et sans feeling? Le mandat donné aux planeurs ne les différencie pas des autres cadres, eux aussi embauchés pour optimiser la performance de l'organisation. Les planeurs se distinguent en revanche du fait de leur place dans l'organisation. Contrairement aux managers de proximité, ils se trouvent à distance de ceux qu'ils encadrent, à 4 titres. Tout d'abord, ils sont à distance topographique. Les planeurs sont affectés dans des bureaux, généralement situés dans un immeuble ou une tour au cœur d'un quartier d'affaires, lui-même fréquenté par d'autres planeurs. Ils passent donc l'essentiel de leur temps de travail loin des sites opérationnels, qu'il s'agisse de services sociaux, d'usines, de gares, de crèches, par exemple. De ce fait, ils ne peuvent les connaître sensiblement. Un chef de projet chargé d'implanter un dispositif informatique nous explique cela dans un groupe d'échange de pratiques. Je travaillais sur un logiciel de production, pour le jambon, de la marque X. Mais moi, j'y connais rien en jambon. Il fallait que je travaille sur le logiciel qui permet aux mecs de suivre la ligne de production, la gestion des stocks, etc. Mais moi, je n'ai jamais vu une ligne de production de jambon de ma vie. Ainsi, 65% des planeurs déclarent passer l'essentiel de leur temps au siège, 15,7% à l'extérieur de l'entreprise. Seuls 12,2% déclarent travailler surtout sur le terrain. Dans nos échanges, ils expliquent qu'ils ne peuvent qu'y passer de temps à autre, et disent regretter de ne pas le faire plus souvent. Dans les faits, la fréquence avec laquelle ils créent des occasions de proximité physique avec ceux qu'ils encadrent est estimée entre 2 heures par an et quelques heures par mois. De leur lieu de travail, ils n'ont donc que rarement la possibilité de voir les visages des travailleurs, de s'approcher de leur corps, d'éprouver les rythmes, les bruits, les odeurs, l'ambiance, la chaleur, les rires ou la fatigue de la production opérationnelle. Les planeurs ne peuvent pas entendre le bruit d'une machine, son ronronnement, ses sursauts, sentir sa surchauffe éventuelle, renifler ses rebuts. Il n'est pas en situation de percevoir le climat dans une équipe, d'entendre le ton employé par un client ou un citoyen dans sa demande ou d'apprécier la tension dans une file d'attente. Toutes ces données sensibles sont hors de leur champ de perception quotidienne. Là où ils se trouvent, l'environnement physique procure en revanche d'autres sensations. Dans les sièges sociaux et les centrales administratives, nous trouvons le plus souvent un sol moqueté, absorbant les bruits, les odeurs, les taches. Les murs sont lisses, d'une couleur neutre. Le café, toujours à portée de main. La cantine à proximité. L'air est fréquemment climatisé, les bureaux standardisés. L'accès à des toilettes propres est aisé. Des fauteuils ergonomiques font face à des ordinateurs performants. Au mur, quelques posters ou tableaux décoratifs côtoient des images humoristiques, raillant la vie de bureau aux côtés de divers effets personnels. Photos du conjoint, boule anti-stress, objets signalant un hobby en général. Les bruits proviennent des cliquetis des doigts sur le clavier, de quelques conversations de couloir sur le pas d'une porte. Les règles de comportement sont caractérisées par une forte contention des corps, des émotions, de leur expression. Jacal, en 88. Ainsi, les sensations qu'expérimentent les planeurs dans leur activité quotidienne ne sont-elles pas liées à ce sur quoi ils agissent? Alors là-dessus, moi je viendrais mettre un peu de... un point de vue un peu différent. Alors, je dirais pas que c'est faux, ce qui est mis en avant. Je dirais pas jusqu'à dire non plus que c'est caricatural. Je pense que, notamment comme c'est tiré d'études qui datent de 88, qui sont un peu datées. Aujourd'hui, vous allez avoir un peu plus facilement, je pense, des gens qui vont en entreprise. Je sais que moi, dans mon activité, dans mon ancienne activité, j'avais tendance à aller quand même pas mal au contact. Après, par contre, il faut avouer que là où moi j'allais beaucoup au contact, ma supérieure directe, jamais. Et ma supérieure directe, là notamment dans une entreprise que je pensais... je pense à une boîte en particulier. Pour le coup, moi j'étais assez régulièrement en contact avec les travailleurs. Bon, c'était aussi le but de mon contrat. J'étais vachement en contact avec les travailleurs, pour le coup.
Assez régulièrement, j'essayais d'aller en situation de travail, d'être là où il travaille, sauf que le problème c'est que vu le type de travail qu'il faisait et avec qui il le faisait, malheureusement je pouvais pas aller partout. Je pouvais pas du tout aller partout parce qu'il y avait des règles d'hygiène très particulières et que en plus de ça il y avait une question de vie privée que je pouvais pas du tout outrepasser, que c'était pas possible. Et donc du coup il y a beaucoup de fois où finalement c'est les travailleurs qui venaient à moi dans un bureau séparé, donc en dehors de la situation de travail. Mais pour autant, j'ai quand même essayé d'avoir au moins la moitié du temps là-bas, sur le lieu de travail des gens, autant que possible. Mais ma supérieure directe, qui était du coup la DRH, elle n'est jamais sortie de son bureau autrement que pour sortir de l'établissement. Donc du coup, c'est vrai que quand même, selon le type d'emploi que tu fais exactement, on va dire, sur les métiers justement d'organisation, de planeur, tu peux avoir vraiment un décalage très fort. Et au-delà de ça, je sais que très régulièrement, ma supérieure me disait que quand même, j'avais pas besoin de voir autant de gens, que quand même, j'étais quand même diplômé et tout, que ça va quoi, je pouvais déterminer ce qui était nécessaire ou pas dans mes tâches sans avoir besoin de contacter et de consulter le retour des personnes en situation de travail direct, ce que je trouvais hautement discutable, mais voilà. Donc du coup c'est vrai que je pense que même s'il y a là quelque chose qui reflète plus peut-être autant que ça le monde du travail actuel, dans le sens où je pense que maintenant c'est un peu plus nuancé, je pense qu'effectivement il y a encore beaucoup de résistance à beaucoup d'endroits, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est très problématique, c'est très cohérent avec ce qu'elle vient de dire. A contrario, je pense qu'aujourd'hui on a plus d'entreprises où ça commence à bouger un petit peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui se présentent, notamment. Vous avez notamment toutes les situations en open space qui posent problème pour plein de trucs, et où vous allez avoir des planeurs et des chefs de projet qui vont être au contact direct de leurs employés, mais qui pour autant vont avoir tout un tas de problèmes dans leur manière de management, dans leur manière de gérer justement le travail, dans leur manière d'organiser et de penser le travail et le travail qu'ils encadrent, qui est hautement discutable pour d'autres trucs. D'autres trucs qui d'ailleurs sont notamment déjà discutés dans cet ouvrage. Mais sur l'aspect à distance, disons que je suis un peu moins d'accord avec ce que dit cet ouvrage, parce que je pense qu'il y a un peu plus de, comment dire, de porosité maintenant. Je pense que pour le coup, il y a des entreprises où les planeurs sont un peu plus au contact, plus qu'il y a quelques années. Même si ça reste encore bien sûr extrêmement faible et pas assez du tout mis en avant, et que au-delà de ça, ça ne règle pas tout un tas d'autres problèmes. Mais quand même, je tenais à faire un petit point là-dessus. Outre la distance physique, ces managers doivent travailler à distance temporelle, c'est-à-dire désynchronique par rapport au travail qu'ils encadrent. Ça par contre, ça c'est vrai, ça c'est particulièrement vrai. Je l'ai noté notamment parce que moi je suis passé par des entreprises où notamment il y avait du travail de nuit. J'étais le seul qui restait très tard le soir et parfois la nuit pour pouvoir justement consulter les employés en fait qui travaillent de nuit et que sinon je peux pas voir, et qui ont un travail qui n'est pas du tout dans le même rythme et dans la même manière de fonctionner que la journée, parce que ne serait-ce que le fait que vous n'avez pas le même quantité d'équipe. Et ça, c'est un truc qui est assez récurrent là, dans les travails de nuit. Généralement, vous avez facilement une division par deux de la quantité de personnes qui travaillent de nuit. Ça dépend où, bien sûr, il y a des entreprises où il y a autant de monde la nuit que la journée, mais moi, là où je suis passé, notamment, assez régulièrement, globalement, vous avez la moitié des gens qui sont pas là la nuit, quoi, en termes de quantité, hein, vous divisez par deux le nombre d'employés qui est présent. Donc déjà ça change totalement la chose, parce que vous avez des postes de travail qui sont moins chargés, puisque vous avez moins de monde, vous avez moins de bruit peut-être aussi, vous avez un côté peut-être plus calme, ou vous avez tout un tas de choses qui vont faire que ça va être différent, ne serait-ce qu'à cause de ça. Le fait qu'en plus il fasse nuit, que vous êtes qu'avec des lumières par exemple. Et oui, hey you, t'as modifié ton pseudo. Bah oui, mais ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà. Comment vas-tu, Adwakan? J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes bien. Mais ouais, ça fait un bon mois, plus d'un bon mois. Il me semble que t'étais déjà passé, que tu m'avais fait la réflexion d'ailleurs. Il me semble que tu m'avais fait la réflexion. Je sais plus, mais il me semble que tu m'avais fait déjà la réflexion. Huh. C'est un moment que je passe pas, je bosse toujours quand t'es en live. Ouais, je sais. Mais il me semble qu'il y a un bon mois, t'as dû passer et tu m'avais fait la réflexion. En tout cas, ça me dit quelque chose.
Bon, après, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la réflexion du coup. Donc, bon. Mais j'espère que tu vas bien ce matin. On est en plein live lecture de sciences sociales et on papote du coup de. On avait parlé, mais tu n'avais pas encore. Ah, possible, 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 effectivement. Du coup, on est en plein live de lecture de sciences sociales. On est sur le management désincarné par Dujarier. Donc là, on est en train de parler un petit peu des conditions du management et des distances qui sont en place. Donc on a évoqué notamment la première distance qui est la distance sur le terrain, tout simplement. Les gens ne travaillent pas au même endroit. Généralement, les managers sont plutôt sur le... comment ça s'appelle, sont plutôt sur des bureaux, là où les travailleurs qu'ils encadrent sont plutôt sur des ateliers ou sur d'autres choses. Je viens de faire tomber mon déstresseur, triste, hop, voilà, mieux. Qui d'ailleurs en FR s'écrit M, le MR c'est en anglais, tout à fait, tout à fait. Mais en même temps à l'époque c'était Mister, c'était pas forcément Monsieur. Et pour le coup, pour revenir un peu sur le bouquin, là on attaque la distance temporelle et là où j'étais un peu moins d'accord avec la distance topographique parce que ça bouge beaucoup ces dernières années et qu'il y a beaucoup plus de porosité et que les encadrants sont un peu plus sujets qu'avant. Alors les encadrants, on parle bien de l'échelon du management, hein, on ne parle pas de l'encadrement au niveau patronat, hein, on parle vraiment des managers. Et donc évidemment pas des managers de proximité, on parle des managers qui se basent sur tout ce qui est organisation, notamment tout ce qui est dans les RH. Maintenant il y a plus de porosité, ce qui ne veut pas dire que c'est non plus idéal, loin de là, ce qui ne veut pas dire que ça règle un certain nombre de problèmes, loin de là, il y a d'autres problèmes qui se présentent, certains problèmes sont toujours présents même s'ils sont un peu plus facilement accessibles et un peu plus présents sur le terrain, mais néanmoins je trouve qu'il y a quand même un peu plus ces dernières années de porosité, les managers sont un peu plus amenés à aller sur le terrain, et c'est bien, et c'est très bien, même s'il y a plein de trucs qui vont pas encore une fois, mais je trouve qu'il y a un peu plus de porosité que ce qu'en dit l'ouvrage. Après, l'ouvrage se base notamment sur une étude, sur un travail qui a été fait par un certain Jacques Hall en 88 et qui date un peu. Donc c'est vrai que voilà. Je comprends tout à fait le travail en personnel d'encadrement et on voit pas trop souvent les gens. Bah oui, il y a plein d'emplois où c'est encore effectivement très présent. Quand l'autrice là cite Jacques Hall et son travail, notamment elle dit que voilà les managers ne voient pas les gens. Moi je dis qu'ils les voient un peu plus aujourd'hui. Il y a plein de situations où ils les voient pas, il y a plein de situations où c'est extrêmement problématique parce que justement ils restent à distance et ils ne viennent pas encadrer, ils viennent pas voir les gens qu'ils encadrent et c'est vrai. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a plus de porosité qu'il y a, par exemple, il y a 30 ans. Je trouve que quand même, c'est un peu plus facile d'y accéder. Par contre, là où je suis assez d'accord, c'est au niveau de la distance temporelle. Les rythmes de travail sont complètement décalés entre les managers et les employés. Si là, notamment, voilà, tu cites notamment les ouvriers sur les chantiers. Ça, mais clairement, vous avez des chantiers qui se font à des rythmes complètement éclatés, notamment de nuit et compagnie. Jamais ils ne voient les managers qui organisent leur manière de travailler. Jamais ils ne les voient. Parce que déjà, ils viennent pas spécialement sur le terrain, parce que c'est un site dangereux, ou en tout cas les sentiers sont généralement des sites dangereux. Et du coup, ils viennent pas spécialement, les encadrants, voir concrètement ce qui se passe sur le chantier. En plus, généralement, ça peut se tâcher, parce que vous avez un chantier, donc vous avez des produits qui font des tâches. Vous avez des produits qui peuvent abîmer vos vêtements, ce genre de choses. Donc les managements comme ça, en général, restent à distance dans des bureaux très confortables. Et ils n'ont pas spécialement envie d'aller dans le froid, sous la pluie, dans la boue, venir sur le terrain. Donc ça, forcément, ça met un gros décalage. Mais au-delà de ça, en plus de ça, quand vous avez des travails de nuit, les ouvriers qui vont travailler la nuit, les managers ne viennent pas la nuit. Les managers ont des horaires de bureau. Donc ils travaillent de 9h du matin à 17h en général, un truc comme ça. Et en dehors de ça, c'est fini. Et moi, je l'avais constaté parce que justement, dans la situation de travail sur laquelle je prends en référence depuis tout à l'heure, l'établissement dans lequel j'étais, moi justement, je suis resté plusieurs fois la nuit, avec un rythme du coup de travail décalé. J'arrivais à quelque chose comme 14h, ce genre de choses en début de journée pour moi. Et je restais jusqu'à 22h, 23h, 24h, enfin minuit, pour pouvoir voir les employés qui travaillaient que de nuit et que sinon je ne pouvais pas voir autrement. Parce que justement, ils travaillent de nuit. Par contre, moi, tout le bureau RH était vidé à 18h. À 18h, il n'y avait plus personne dans les bureaux RH, à part moi.
Et d'ailleurs, cette fois-là, j'ai pas pu rester dans le bureau RH parce que justement les bureaux RH sont fermés parce qu'ils ont des documents, des contrats, des informations privées, tout ça. Donc ils ferment tout et mon niveau hiérarchique ne me permettait pas d'avoir la clé et de pouvoir garantir d'avoir la clé parce que c'était pas mon taf, c'était pas mon accréditation. Donc du coup, j'ai été mis dans un bureau random qui restait ouvert toute la nuit parce qu'il y avait rien dedans et j'avais dû embarquer mon matériel, mon ordinateur de travail. Et la nuit, j'étais rentré avec chez moi pour le ramener le lendemain matin. Parce que du coup, il n'y avait pas d'espace du tout prévu au niveau de tout ce qui est management pour rester de nuit. C'était absolument pas envisagé ni pensé. Et mis à part moi, personne ne l'avait fait. Et personne ne le refera, je pense. Pas avant un bon moment dans cet établissement-là. Donc c'était ça pour le coup, la distance temporelle, elle est extrêmement présente. Et c'est oufissime. C'est oufissime de voir à quel point il y a un décalage absolu, mais vraiment absolu. Bon, je vais reprendre du coup. RH, qualiticien, responsable des méthodes, informaticien, responsable marketing, contrôleur de gestion doivent prévoir sous forme de plan la manière dont les tâches doivent être réalisées avant que la situation concrète ne se présente, c'est-à-dire en dehors d'elle. Leur mandat de conception de l'organisation ne peut se faire au moment du travail, dans le cours même de l'action. Il s'agit là encore d'un point qui distingue fortement des chefs d'équipe en proximité. L'encadrement qu'ils exercent ne peut alors pas être assoupli, modifié, nuancé, négocié en fonction de la situation réelle et actuelle. De même, ces commentaires des opérationnels sur les dispositifs, lorsqu'ils existent, s'inscrivent dans un temps décalé. Ceux qui l'utilisent peuvent écrire des notes pour signaler des problèmes, seulement après que ceux-ci se sont avérés. La distance temporelle entre conception et réalisation empêche alors leur dialogue dans l'activité et en son cours. Encadrer une activité hors de son actualité pose de sérieuses limites. Celles-ci sont accrues par la distance organisationnelle existante entre les planeurs et ceux qu'ils encadrent. Un cas permet d'illustrer cette troisième forme d'éloignement entre ceux qui font des plans et ceux qui voient leur activité encadrée par eux. Claude est consultant. Il a actuellement pour client un directeur des systèmes d'information d'une entreprise de services. Il travaille quotidiennement avec les employés de la direction des SI dans une tour à la Défense. Cette équipe encadre des programmateurs sous-traitants délocalisés en Inde. Il fabrique un logiciel pour des centres d'appel filialisés. Claude se trouve ainsi séparé de 6 niveaux hiérarchico-fonctionnels du premier télévendeur et 3 entreprises différentes sont impliquées dans le processus sur 2 continents. Une grande distance organisationnelle qui sépare donc les salariés qui utilisent le système d'information conçu par Claude. Il en est de même pour Laurence, responsable de l'accueil dans une entreprise de loisirs. Dans un bureau inaccessible aux clients, elle conçoit des procédures d'accueil destinées à améliorer leur satisfaction. Elle n'a pas d'expérience de cette activité. La procédure qu'elle rédige sera discutée avec ses homologues, le contrôle de gestion tout particulièrement et la DRH dans la mesure où les effectifs sont en jeu. Elle sera ensuite transmise pour application aux managers des sites qui devront la répercuter sur les employés en charge de l'accueil. Ceux-ci n'ont jamais vu Laurence de leur vie. La plupart ignorent même son existence. Notons que l'externalisation des fonctions des planeurs dans ce que l'on appelle des charge services les éloigne encore plus dans l'organigramme des opérationnels. Agir sur l'activité d'une personne qui se trouve à l'autre bout de l'organisation crée parfois une distance plus grande encore que les kilomètres entre eux. De plus, les planeurs ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des travailleurs qu'ils tentent d'encadrer. Cela rend leur tâche difficile, parfois anxiogène, souligne-t-il, notamment lorsqu'ils sont responsables de la réalisation de projets qui supposent la coopération des autres. Il faut que les gens s'engagent à bien faire, sachant que je n'ai pas de mesure de rétorsion possible. J'ai l'impression de diriger un troupeau de chats, résume l'un d'eux. La difficulté causée par cet éloignement hiérarchique et organisationnel va de pair avec la distance causale. Alors là, un autre truc qui me fait moi tilter, c'est aussi cette manière de se dire j'ai pas de bâton. Je peux pas les forcer. Je peux pas les taper dessus pour les forcer à obéir. Mais pourquoi pouvoir toujours forcer les gens à accepter ce que tu leur proposes comme encadrement? Ça, c'est un truc qui moi m'a toujours laissé très perplexe et à plus forte raison quand j'ai bien avancé dans mes études de psychologue social. C'est vraiment cette manière de penser et de ne que penser le fait d'organiser le travail, par exemple, par le fait de je crée un dispositif, je te le donne et tu dois le faire en fait, et tu t'adaptes pas, c'est à moi de réfléchir. Or, la seule personne qui fait le travail, c'est la personne qui fait le travail, hein. C'est pas celui qui pense à comment est-ce que tu vas faire le travail, qui va penser à comment organiser ton travail, non. Le seul qui concrètement va réaliser ton travail, c'est celui qui le fait.
c'est celui qui le fait, qui fait la tâche. C'est lui le plus grand expert de la tâche, puisque c'est lui qui la réalise. Du coup, il est plus que pertinent d'aller lui poser la question de comment est-ce qu'il pense ce travail, comment est-ce qu'il voit cette possible amélioration, ainsi de suite, et de discuter avec lui, et de co-créer avec lui quelque chose en fait. Parce que c'est lui qui va réaliser ta tâche. Donc du coup, à un moment donné, si tu lui encadres tout le truc, mais que ça correspond pas à sa manière de faire la tâche, et que ça correspond pas à la manière logique de répondre aux objectifs et compagnie, bah, ça marchera pas en fait. Tu peux lui proposer tout ce que tu veux, tu peux essayer de lui imposer tout ce que tu veux, ça marchera pas. Et du coup, on retombe toujours dans cette mécanique de se dire, bah, il faut forcément leur imposer cette nouvelle manière de réagir, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle manière d'agir, de faire la tâche. Mais non en fait, enfin... Oui, effectivement, c'est un troupeau de chats, soit. Bah du coup, tu vas apprendre à la respecter peut-être, ça pourrait être bien. C'est pas des gamins en fait, t'es pas là pour leur mettre un petit coup de bâton sur les fesses pour qu'ils obéissent et qu'ils aillent dans la bonne direction quoi. Et pourtant ça c'est quelque chose qui est très présent, hein, cette manière de voir, de toujours être dans la coercition, de mettre des petits taquets pour pousser les employés à faire ce qui est bien pour eux, hein, en général c'est comme ça qu'on te le présente. Bah non en fait, s'ils le mettent pas en pratique c'est que c'est pas bien pour eux. Pour une raison X ou Y, c'est que ça leur va pas, c'est que ça ne correspond pas. Et du coup la bonne réponse c'est pas de venir mettre des coups de bâton, c'est d'aller leur poser la question de pourquoi t'acceptes pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut adapter sur l'outil pour que ça convienne en fait. Mais non, on est toujours dans cette vision de la coercition. Il faudrait pouvoir pousser les gens, c'est pour leur propre bien, il faut qu'ils aillent dans cette direction-là, même s'ils ne veulent pas. C'est quand même très particulier. Enfin bref. Je continue. Une quatrième distance sépare en effet les planeurs de l'activité que leur dispositif encadre. Celle qui se creuse entre leurs plans et leurs effets. De nombreux intermédiaires, que ce soit d'autres planeurs ou de lignes hiérarchiques, s'interposent entre eux et ceux qui produisent. Ils se font interprètes des prescriptions, régulièrement les déforment. Du point de vue des planeurs, ils créent des distorsions entre leurs intentions et les réalisations. Ces dispositifs qu'ils conçoivent ont beau être rationnels, ils connaissent, en traversant les différentes strates organisationnelles, des soubresauts, des dérives inattendues, non voulues, qui mènent à des effets jugés parfois irrationnels. En outre, chaque spécialité de planeur n'intervient que sur une dimension partielle de l'activité. La qualité, les RH, la communication, etc. Et pourtant, les situations opérationnelles cumulent tous ces dispositifs dans un précipité qui se modifie de chacun d'eux. Les planeurs ne peuvent alors avoir qu'une idée vague des liens de cause à effet entre leurs intentions de départ et leurs effets. Ces distances topographiques, temporelles, hiérarchico-fonctionnelles et causales induisent toutes que la gestion par les dispositifs s'est définitivement substituée à la connaissance et à l'action par le contact et la confrontation en personne avec les hommes et les choses. Cohen en 2013, page 563. Être à distance de l'activité des autres et en ignorer la complexité est une situation banale. Bernard rappelle d'ailleurs à juste titre que les informaticiens ignorent tout du travail réel des RH. Lui-même n'a qu'une idée très lointaine du quotidien de l'activité de nombreux consultants répartis dans diverses villes européennes. Mais ce qui fait la problématique spécifique des planeurs, c'est que leur tâche consiste précisément à agir sur cette activité méconnue et lointaine pour la prescrire, pour l'outiller, la contrôler dans un sens précis. Les planeurs font de cette distance une raison d'être de leur fonction. Les gens, hop, je vais juste décaler ça, les gens qui sont dans les processus ne voient plus rien. Ils n'ont pas l'image globale, et puis ils peuvent pas optimiser ensemble, nous explique cette femme chargée de la conduite du changement dans une multinationale de cosmétiques. Elle ragite. Ils n'ont pas toujours envie d'innover. Ils sont dans la routine. Son rôle apparaît alors clairement. Moi, j'apporte du recul, un regard extérieur. J'ai une vision globale. Ma valeur ajoutée, c'est d'être extérieur et de voir les choses de haut, d'impulser des nouveautés. Cette posture en plan a beau être revendiquée comme un atout, elle pose néanmoins une difficulté de fond, du point de vue de leur tâche. Comment peut-on encadrer une activité et des hommes que l'on ne connaît pas, dans des lieux et des situations dans lesquelles on n'est pas impliqué, que l'on ne sent pas? Cette question de la gestion à distance est ancienne. Les grands empires ou les États s'y sont confrontés pour l'administration et de leur territoire, de leurs sujets, de leurs finances. La sociologie du travail, en accord sur ce point avec les manuels du management et les conseils d'officiers militaires, fait fréquemment l'éloge de la proximité pour bien encadrer le travail. Quel que soit le métier, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui a le feeling, nous disent aussi les travailleurs. Un bon manager, il doit sentir les situations.
Il n'est légitime que s'il connaît non seulement la tâche prescrite, mais aussi et surtout l'activité réelle et actuelle, dans ses nuances. Un bon encadrant doit connaître le métier, et même l'avoir dans la peau. Sentir un dossier, sentir un client, sentir un collègue, sentir sa machine, etc. Quel que soit le milieu de travail, la profusion de références à la sensation corporelle comme condition d'un travail de qualité rappelle qu'elle est au cœur de l'activité, pour lui procurer agilité, promptitude. Inversement, ceux qui ne sentent pas sont réputés maladroits. Ils travaillent lentement, ils font des gaffes, sans même toujours s'en rendre compte, interrogeant alors la place du corps au travail. Ça c'est intéressant aussi parce que c'est un truc qui effectivement est revenu très régulièrement. Très régulièrement dans plusieurs de mes contrats, on m'a fait cette réflexion de mais toi ton point fort c'est que t'es extérieur. Ton point fort c'est que justement tu peux prendre du recul et compagnie. Et à contrario on me disait mais pourquoi est-ce que tu vas voir par exemple les employés, pourquoi est-ce que tu prends autant de temps à tout le temps discuter avec les employés et ainsi de suite. Parce que c'est ce que je fais de manière très récurrente en entreprise. Je pense notamment à la fois où j'ai été chargé en fait de déterminer la personne qui devait avoir une promotion. Voilà. J'ai été engagé sur un contrat pour mettre à plat la manière dont fonctionnait une entreprise de grande distribution. Pour être tout à fait précis. Alors je vous donnerai pas plus d'informations parce que évidemment je dois respecter un minimum l'anonymat de mes anciens contrats. Mais en gros, il y avait une entreprise de grande distribution, donc un magasin quoi, hein, pour faire simple, qui me demandait en fait de faire un récap des situations de travail. Le magasin est découpé en plusieurs secteurs, donc vous avez un secteur par exemple qui considère, on va dire par exemple le stockage, donc la partie qui est pas accessible aux clients, hein, la manière dont on va stocker les produits, les personnes qui vont organiser ce stockage pour que ce soit accessible facilement aux autres employés, aux vendeurs et ainsi de suite. Vous allez voir un chef de secteur qui va par exemple être le chef du secteur administratif, qui va s'occuper de tout ce qui va être pareil en dehors de la vision du client, dans les bureaux, tout ce qui va être par exemple les RH, les contrats, tout ça. Vous allez avoir un chef de secteur qui va être par exemple ces rayons là dans le coin à gauche, un autre chef de secteur qui va être les rayons là à droite, et ainsi de suite. Et donc du coup, moi, mon travail à ce moment-là, ça avait été de devoir remettre à plat justement qui fait quoi, parce que ça avait été un peu le bordel ces dernières années, quand j'étais venu et quand j'étais intervenu. En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'entreprise, des gens qui sont partis un peu juste avant que moi j'arrive, parce qu'il y a notamment quelqu'un avait eu une promotion, mais du coup, ils avaient dû réorganiser vite fait, mais en fait, il n'y avait pas d'organigramme posé depuis des années. Hiérarchiquement, en fait, personne ne savait trop qui était à quel niveau, donc ils ne savaient pas qui était techniquement leur supérieur ou qui était leur égal. Enfin bref, il y avait besoin de remettre à plat et de vraiment tout bien établir. Et donc du coup, on m'a demandé à moi de faire ce travail-là. Je crois que j'ai appuyé sans faire exprès. Top. Oui, voilà, c'est bon. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur une touche qui m'a mis la page d'avant. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis intervenu pour donc regarder tout ça, remettre à plat, et également, je devais du coup trouver la personne la plus adaptée parmi les employés, entre un certain nombre de personnes qui appartenaient à un secteur, pour qu'il soit promu chef de secteur. Pour que cet employé en fait passe en tant que chef de secteur parmi tous ceux qui travaillaient dans ce secteur-là. Parce que du coup, le chef de secteur, en fait, dans celui-là, il n'y avait jamais eu de chef de secteur jusqu'à présent. C'était une autre personne à un autre endroit du magasin qui s'en occupait. Or, en fait, l'entreprise grandissait drastiquement. En fait, ils étaient passés de quelques années avant à peu près une dizaine d'employés à, au moment où moi j'étais venu, globalement une trentaine. Donc l'entreprise prenait du poids. L'entreprise grandissait et ils avaient besoin d'un peu coordonner leurs trucs et de mettre à plat certaines choses parce que c'était plus du tout la même manière de travailler. Ils avaient plus du tout la même quantité de personnes qui venaient dans l'entreprise en tant que clients et ainsi de suite. Donc voilà, il fallait tout remettre bien. Et donc du coup, j'ai fait mon travail et j'ai passé beaucoup de temps, vraiment drastiquement beaucoup de temps, à faire les tâches que faisaient les employés. En fait, j'ai travaillé avec eux pendant... je suis resté globalement un mois à peu près, à raison de 1 jour par semaine. Je crois que c'était un truc comme ça. Globalement, dans l'entreprise, hein, s'entend. Toutes les semaines, je passais une journée avec eux. Toute la journée avec eux quasiment. À chaque fois avec un employé différent. Et je faisais ces tâches avec lui. Et toute la journée, je discutais avec lui. J'essayais
de déterminer un certain nombre de choses sur comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il envisage le travail, qu'est-ce qu'il pense de la manière dont est organisé le travail, et ainsi de suite. Bref, je mettais tout ça à plat, j'avais toujours un carnet qui contenait plein de choses, parce que toute la journée j'écrivais dans mon carnet en même temps que j'aidais la personne à faire ses tâches. Bien sûr, nettement moins efficacement que lui, hein. nettement moins efficacement que lui, parce que moi c'était pas mon travail à la base de faire du stock, hein, loin de là. Et j'avais notamment la personne qui était la direction de l'entreprise qui me disait mais pourquoi est-ce que t'es là-bas en fait, moi je t'ai engagé pour que tu me dises qui doit être promu en fait, donc je comprends pas pourquoi est-ce que t'es là-bas dans le stockage, tu devrais être dans les bureaux en train de regarder les dossiers et tout ça. Et il comprenait pas en fait ce fait que oui je suis quelqu'un d'extérieur et c'est effectivement ma force parce que du coup je peux voir des choses qu'à l'intérieur du travail tu ne vois pas, mais à contrario il faut que je connaisse le travail aussi. Donc en fait, même si je ne suis pas attaché à l'entreprise, même si je suis un conseiller externe qui ne vient que pour un mois sur ton entreprise, il faut bien que je vois concrètement comment est-ce qu'ils font la tâche, chacun, pour déterminer qui est le plus adapté. En fait, si je reste juste dans le bureau de la direction à regarder les fichiers et à regarder par exemple, ah tiens, machin, il a fait tel chiffre en temps de vente et compagnie, ça reflète rien. Parce que là, on retombe sur quelque chose que je vous ai déjà dit en question de, justement de management par les chiffres. Quand vous avez dans le cas de la vente, et c'est un cas qui s'est présenté, quand vous avez un cas de la vente, et que on vous dit regardez machin il fait vachement de chiffres donc il mérite une promotion, et que quand tu regardes un peu plus concrètement qu'est-ce qu'il vend, et tu te rends compte qu'en fait cette personne là il est sur le rayon qui met en avant les produits qui marchent du moment. C'est à dire que c'est un rayon qui n'est pas spécialisé dans le sens où c'est pas genre le rayon je sais pas moi boucherie dans un magasin de grande distribution alimentaire, c'est vraiment le magasin qui met les promos en avant. Bien sûr qu'il va faire du chiffre, puisque c'est le rayon qui met en avant les produits qui, en ce moment, là, maintenant, marchent. Donc du coup, tout au long de l'année, c'est le rayon qui, en toute logique, a probablement le meilleur chiffre, puisqu'il a toujours les produits qui, on va dire, qui sont chauds, les produits qui vont se vendre. A contrario, si tu viens prendre le vendeur qui s'occupe d'un rayon, qui n'est pas un rayon avec des produits qui sont très chauds, qui sont très vendus, qui sont très recherchés, peu importe la période de l'année, ouais, il va avoir un chiffre un peu nul. Il va avoir un chiffre un peu nul, forcément, puisque son rayon, c'est les produits qui ne marchent pas outre mesure, qu'on a quand même besoin un petit peu, et donc qu'on vend quand même, mais qui sont pas des produits qui sont sous tension, quoi, où les gens ne se précipitent pas pour acheter ça. Forcément, t'en as un qui va avoir un très bon chiffre, et l'autre qui va pas avoir un très bon chiffre. Mais c'est pas à cause de ses qualités ou pas de vendeur, ou de vendeuse. Ça va être juste parce que, contextuellement, il y en a un qui est placé sur un rayon qui vend et l'autre qui est placé sur un rayon qui vend pas. Et ça, c'est un truc que j'ai eu en entreprise, quelqu'un un patron qui me disait que là, tel employé il était vachement bon parce qu'il y avait des chiffres de ouf, sans prendre en compte que ouais, en fait, il y a des chiffres de ouf parce qu'il vend les produits qui marchent en ce moment. Mais lui, en tant que vendeur, ça veut pas dire qu'il est exceptionnel. Peut-être qu'il est bon, en l'occurrence, il était pas forcément mauvais, d'ailleurs, loin de là, mais c'est juste que, ouais, il est sur un rayon qui est principalement constitué sur l'idée de vendre, et de vendre les produits chauds du moment, donc forcément il fait du chiffre. Et c'est là où on voit un problème dans justement tous ces reportings de chiffres, dans toutes ces statistiques et cette vision très quantitative sur les chiffres. On s'éloigne du réel et du coup on perd du sens, mais avec une force incroyable, et on met totalement de côté tous les éléments contextuels qui pourtant ont une pertinence extrêmement notable. Et là, pour reprendre le cas de ce que je vous disais juste avant, où je vais donc choisir, mettre en avant la personne que j'estimais être la plus adaptée pour avoir le poste de chef de secteur, c'est ce qui s'est passé aussi. Moi, il fallait que je puisse voir le terrain, il fallait que je comprenne comment ça marche, pour comprendre la manière de fonctionner des personnes et voir si justement c'est pertinent ou pas de vouloir lui donner une promotion, si c'est une personne qui a des compétences qui sont requises ou pas en fait, et si pas juste les chiffres sont dépendants notamment du contexte. Et ça c'est un truc que la patronat avait beaucoup de mal à comprendre, la personne à la direction avait beaucoup de mal à comprendre, et vraiment ça a été infernal, à tel point que quand on a fini le contrat, il m'a dit mais plus jamais j'engage une personne comme toi parce que t'es trop libre. T'es trop dans le magasin en train de parler avec les employés et tout. Moi c'est pas ce que je veux, moi je veux quelqu'un qui est dans le bureau. Et t'es en mode oui mais moi je suis un conseiller externe, je suis là pour voir les gens du terrain en fait. Sinon très honnêtement tu lances une pièce et puis tu choisis au pif quoi. Enfin à un moment donné si tu veux quelqu'un qui fait un travail de qualité,
tu respectes sa manière de faire le travail, justement, tu vas montrer que tu as un intérêt particulier à la manière dont il réalise le travail, tu vas étudier cette manière de travailler et tu vas voir si oui ou non concrètement ça correspond. Et ça vaut aussi bien pour du coup la personne qui est dans le stockage que pour moi qui viens étudier les personnes qui sont dans le stockage pour déterminer laquelle mérite la promotion en fait. Enfin, ou laquelle est la plus adéquate en tout cas à avoir la promotion. Et donc ça c'est un truc qui est très marrant justement, cette fameuse proximité qui est presque vue comme mauvaise quand tu es sur des métiers justement d'encadrement on va dire à distance, d'encadrement comme là elle dit du jarrier, de planeur. C'est que c'est mal vu en fait si tu vas sur le terrain voir les gens, c'est pas très bien perçu parce que justement on va mettre en avant que ta force c'est que tu es extérieur. Et bien sûr que tu es extérieur et bien sûr que c'est une force, mais ça veut pas dire que c'est la force absolue, et ça veut certainement pas dire que du coup tu es omniscient et que tu sais tout et que c'est bon, tu vas pouvoir déterminer comme ça en claquant des doigts, en regardant de l'extérieur qui est la plus adaptée. Non, il faut que justement, parce que tu as cette vision externe, tu puisses venir à un moment donné regarder ce qui se passe, voir ce qui se passe concrètement sur le terrain en contact direct pour voir en dehors des tensions éventuellement entre personnes, on va dire les tensions humaines qui se font dans toute forme de structure, de travail quand il y a des gens, quand il y a... Le monde d'entreprise est un monde social, donc forcément vous avez des échanges sociaux et notamment vous avez des tensions sociales qui peuvent se créer entre individus. Donc c'est bien parce que votre point extérieur va faire que justement vous ne voyez pas tout ça, vous allez pouvoir étudier les gens, mettre à plat parce que vous n'êtes pas attaché aux gens, vous n'êtes pas attaché à l'entreprise, vous êtes un conseiller externe, vous êtes là que de passage, mais en même temps il faut quand même aller voir sur le terrain, il faut prendre la mesure, il faut venir, on va repartir sur un peu les termes qu'ils utilisent justement de sentir les gens. Bon moi je suis pas trop dans cette sensation là, moi je suis même pas justement sur le fait de mettre des sensations, pour moi ça c'est pas pertinent. Si tu pars sur de l'émotionnel, si tu pars sur du sensationnel, t'es pas là où il faut en fait. T'es pas là où il faut, c'est pas ton travail. Enfin, pour moi en tout cas, c'était pas mon travail. Moi, je vais prendre justement ce que je vois dans l'entreprise, sur les métiers, sur les personnes qui font les métiers, sur les tâches, et je vais étudier d'un point de vue des qualités, notamment les savoir-faire et les savoir-être aussi, effectivement, mais c'est pas une question de je vais le sentir ou je vais pas le sentir. Je vais pas mettre en avant quelqu'un en disant tiens, lui je pense qu'il a il doit avoir une promotion parce que je le sens. Non, c'est parce que justement quand j'étudie, je vois qu'il a telle manière de fonctionner et telle manière de fonctionner et que selon toute probabilité, il devrait normalement pouvoir faire tel ou tel métier qui demande telle ou telle qualité que donc du coup il a plus ou moins déjà ou qui sont sur des thématiques assez parallèles que ce qu'il a déjà mis en pratique. Enfin voilà. Donc le côté le sentir, je trouve ça toujours très rigolo mais pas très adapté. Il faut savoir rationaliser au-delà de l'affectif et du sensationnel. Bref, je continue. L'intelligence pratique est en effet au cœur du travail réel, de jour en 95. Cette métisse inclut le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité et les habiletés diverses dans une expérience longuement acquise d'Étienne et Vernant en 2009. Elle est syncrétique, fulgurante et le plus souvent indicible. De manière apparemment énigmatique, elle unifie nos facultés, relie savoir incorporé et savoir méthodologique, corps et esprit, nature et culture, l'héritage de la vie, l'héritage spirituel en nous. Schwartz en 2009. Nous n'avons pas conscience en effet de tout ce que nous savons par corps. Bourdieu en 80. Il est en avance sur la conscience et la symbolisation de ses actes pratiques de jour en 95. Les compétences incorporées permettent de sélectionner rapidement les informations utiles dans une situation et d'agir habilement. Le contrôle sensoriel des situations, des interactions et de leurs effets dans un service social comme dans une usine chimique permet d'ajuster en continu les réponses. Les odeurs, l'humidité, les bruits, la température, le poids, la consistance, la densité, le rythme, le ton ou le mouvement sont des indicateurs discrets et déterminants de l'activité. Le contrôle est également proprioceptif. Crampes, sueur, plaisir, douleur, oubli du corps, fatigue, tremblement, etc. Les sensations et manifestations physiques de celui qui agit l'informent en continu de son activité, pour lui permettre de l'ajuster. La compétence qui consiste à utiliser ces sensations est difficile à décrire, et donc à enseigner. Elle fait partie des trucs, des ficelles, des tuyaux du métier. La sensation, enfin, est aussi un puissant moteur de l'activité lorsqu'elle irrigue les émotions. Celles-ci sont littéralement ce qui met en mouvement, ou le tarit. Antonio Damasio, en 95, montre que l'humain ne prend pas de bonnes décisions sans se fier à ses émotions et à ses sensations. Elle nous offre une justesse d'analyse que la raison seule ne peut pas atteindre. Alors là, je vais juste réagir sur ça vite fait.
je suis assez d'accord dans le sens où il faut prendre conscience que vos émotions et vos sensations, elles ne sont pas sans raison. Souvent, on vous dit que émotion n'est pas raison. C'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai. C'est juste que si vous ressentez telle ou telle émotion assez régulièrement, si vous ressentez telle ou telle sensation assez régulièrement, c'est que vous n'avez pas accès au processus cognitif qui s'est mis en place. Mais pour autant, il y a un processus cognitif qui s'est mis en place. Si quand vous mettez dans telle situation, vous commencez à ressentir de la peur, c'est pas irrationnel. C'est parce que vous avez une réflexion que vous n'avez pas accès parce qu'elle n'est pas consciente, mais qui s'est mis en place, qui a repéré tel ou tel élément dans votre environnement, qui fait que vous ressentez de la peur, parce que vous avez assimilé l'information que vous avez captée à tel autre élément que vous avez déjà capté et qui a produit une chose assez déplaisante. Donc du coup, votre corps vous alerte en vous disant attention. Attention, il faut faire attention là, il y a peut-être un danger. C'est ça la peur, hein, c'est vous prévenir qu'il y a un danger, pour que justement vous soyez disponible et réactif. Et c'est exactement la même chose avec les émotions et les sensations en général. C'est pas sans raison si elles sont là, hein, c'est parce que justement, elles sont issues d'un raisonnement, d'un processus que vous n'avez pas conscience d'avoir eu, et pourtant que vous avez eu, et qui vous informe sur votre environnement, qui vous informe sur des interactions potentielles, et donc sur le fait que bah, là vous êtes plutôt en sécurité, là vous l'êtes plutôt pas, que là il faudrait plutôt aller dans cette direction, là plutôt pas, et c'est notamment ce qui se passe effectivement dans l'activité. Quand on soulève le fait que justement vous avez des trucs du métier, c'est parce que en fait effectivement les travailleurs, si on prend le cas d'un ouvrier sur une machine, il va effectivement au cours de sa vie professionnelle se rendre compte que sa machine, s'il y a ce petit bruit là dans le fond, c'est qu'elle va déconner. Si il y a cette humidité qui est présente dans l'air, c'est qu'il y a un truc qui va pas, il y a un joint qui a peut-être sauté ou qui est en train de fuir ou quoi. Parce que justement, il sait par le fait même qu'il a fait cette activité pendant un certain temps, que dans les conditions optimales, la machine elle est censée être dans ces conditions-là. S'il y a un paramètre environnemental qui change, admettons, même si on n'en a pas conscience, même si notre conscience ne permet pas de le voir, l'attention là qu'on a nous ne permet pas consciemment de se dire ah, il y a ça qui va pas, notre corps le perçoit. Notre corps perçoit les changements. On a tellement de nerfs et de capteurs sensitifs partout qu'on va le percevoir, on va s'en rendre compte, même si on n'en a pas conscience. Et c'est ça qui va transmettre le sentiment, la prémisse, l'intuition que ah, là peut-être que la machine va planter, ah, peut-être que la machine elle a un problème à cet endroit-là. C'est parce que justement, tous ces éléments qui sont contextuels et présents environnemental, que nous on n'a pas conscience directement, notre corps lui le perçoit et va nous envoyer un signal qui va nous donner donc un sentiment et qui va nous permettre de prendre en compte ça et de pouvoir réagir à temps pour modifier si nécessaire, par exemple là dans ce cas là la machine ou le processus de la machine ou ainsi de suite. Et ça c'est très intéressant et il faut effectivement le mettre en avant parce que Damasio l'a mis en avant notamment. C'est pas sans raison qu'on prend des bonnes décisions quand notamment on se fie à nos émotions et nos sensations. C'est parce que tout simplement on n'a pas encore eu le temps consciemment de prendre en compte ces informations, toutes ces informations, pour pouvoir rationnellement se dire ah bah oui c'est ça la bonne truc à faire. Et comme parfois notamment il faut prendre des décisions rapidement, ça peut nous servir justement à pouvoir prendre la décision à temps, et donc une bonne décision à temps, juste en se basant sur nos émotions et nos sensations. Ça veut pas dire que c'est pas parce que vous prenez vos décisions sur vos émotions et sensations qu'elles sont forcément bonnes. C'est pas la même chose. A contrario, c'est pas non plus parce que vous ne prenez pas vos décisions sur vos émotions et sensations et que en tant que possible sur le rationnel, qu'elle sera forcément bonne ou forcément mauvaise. C'est pas non plus ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en avant, il faut prendre en compte que les émotions et les sensations ne sont pas juste totalement déconnectées de toute forme de rationalité. C'est juste qu'elles sont issues de calculs, de processus cognitifs qu'on n'a pas eu consciemment, mais qui sont pourtant présents et qui sont pourtant en cours. Je récupère encore le texte. Elle nous offre une justesse d'analyse que la raison seule ne peut pas atteindre. Douceur de la maîtrise lorsque les choses coulent et roulent. Excitation de la virtuosité lorsque l'on domine une tâche. Plaisir de faire, mais aussi fatigue face à des problèmes insolubles. Tristesse devant du gâchis ou de la maltraitance. Révolte lorsque les ordres sont jugés stupides au regard de la situation. Colère devant une prescription violente. Ennui aussi lorsque les tâches sont trop étroites. Ce foisonnement d'émotions ambivalentes accompagne et oriente l'activité et son cours. Ceux qui ne les éprouvent pas et ne peuvent pas les comprendre. Ceux qui ne les éprouvent pas ne peuvent pas les comprendre. Or, ce réel construit dans l'expérience est inaccessible aux planeurs, comme l'exprime l'un d'entre eux. Connaître l'activité de ceux qu'on organise, c'est important. Ça légitime notre intervention, ça permet l'échange, la confiance, la compréhension. Ça permet d'aller plus vite, quoi. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils nous en fument facilement. Il précise ensuite je stresse car en fait, je connais pas leur métier et je maîtrise rien. Je connais la machinerie,
mais pas le métier. Je n'ai pas accès à ce qu'ils font, je ne le sens pas. Ainsi, l'activité des planeurs consiste-t-elle à organiser celle des autres, à partir des sensations quotidiennes qui ne les concernent pas, rendant leur tâche alors très délicate. Et je pense qu'on va couper la VOD sur ça parce que ça fait déjà 1 heure. Du coup, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment sur cette lecture et rediffusion de lecture de sciences sociales. N'hésite pas, bien évidemment, à nous rejoindre sur Twitch. N'hésite pas non plus à poser des questions éventuellement dans les commentaires. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.